담고 있죠. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Je remarque que la défense de Nguyen demande la parole. Allez-y, maître. Maître Parr. Merci, monsieur le président. Je m'excuse auprès de l'accusation d'interrompre leur interrogatoire. Je sais que tout le monde est fatigué. J'essaierai d'être aussi bref que possible. En fait, ma question porte sur notre interrogatoire de l'expert M. Chandler. J'aimerais recevoir des instructions de la Chambre de première instance car je ne voudrais violer l'ordre, vos ordonnances plutôt. Votre décision de ne pas accepter notre requête en vertu de 87.4 et de nos documents que nous avions proposés. Nous ne voulons pas, à ce moment-ci, discuter de votre décision, mais j'aimerais parler de ses conséquences. Donc, afin de ne pas violer vos ordonnances, nous comprenons la position de la Chambre que les documents que nous avons proposés ne peuvent être considérés comme étant versés au débat en conformément à la règle 87.4. Mais nous voulons savoir si et quand nous pouvons nous fonder sur le contenu de ces documents. Et je le dis car une décision que vous avez déjà rendue sur une demande de Ieng Sary, vous avez tranché que les documents qui ne satisfont pas aux critères de 87.4 peuvent toujours être utilisés si l'on se fonde sur le contenu de ces documents pour poser des questions à l'expert. Non, la question que je vous pose cet après-midi. Pouvons-nous, d'une façon ou d'une autre, nous fonder sur le contenu des documents pour préparer notre interrogatoire et poser des questions à l'expert David Chandler? Et j'ajouterai, en plus de cette demande de clarification, l'observation suivante. En déposant notre requête conformément à la règle 87.4, nous avons essayé de nous conformer à la décision précédente de la Chambre, nous enjoignant à le faire pour mettre à l'épreuve la crédibilité d'un témoin en utilisant, je cite, enfin entre guillemets, des nouveaux documents. Je ne veux pas paraître un peu misérable, mais nous avons essayé de nous conformer. Nous semblons toujours échouer. Nous avons présenté une requête. Le juge Lavergne semble insister. Et ces documents sont pertinents. Donc, nous ne chercherons pas à les faire ce débat et à les constituer comme éléments de preuve conformément à 87.4, mais nous devons dépendre de leur contenu pour pouvoir mener un interrogatoire efficace. Et nous empêcher de nous en servir limiterait sévèrement notre capacité à mener un interrogatoire. La question est donc, une fois de plus, pouvons-nous dépendre du contenu de ces documents? Si nous ne pouvons pas, j'aimerais savoir comment nous pouvons utiliser les documents ou les connaissances qui font partie un peu des connaissances collectives de mon équipe. Nous avons lu ces documents, nous avons intériorisé leur contenu, donc j'aimerais savoir de la part de la Chambre ce que nous pouvons faire avec le contenu de ces documents.
Le président. J'aimerais maintenant laisser la parole à la juge Cartwright pour la réponse de la Chambre à la défense. Madame la juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. La Chambre apprécie la façon dont le Conseil a soulevé ce point et répond comme suit. Aussi récemment que le 16 juillet de cette année, vers le document mémorandum E172/24/4 en réponse à la requête de Yang Sari, cette question a déjà été tranchée au paragraphe 5 du mémorandum. Et laissez-moi lire précisément ce que la Chambre a écrit à la requête de Yang Sari dans ce mémorandum, car cela s'applique aussi à la défense de Nuancia. Il faut rappeler que bien que la Chambre n'avait pas considéré l'ensemble des documents référencés en 172/24/4 comme satisfaisant à la règle 87.4, cette décision stipule clairement qu'il n'y a pas d'obstacle pour que la défense de Yang Sari puisse utiliser le contenu de ces documents lorsqu'elle présente des questions à l'expert. Quand la défense de Yang Sari fournit des copies de courtoisie en avance à la Chambre et aux partis, comme la défense de Yang Sari a fourni les ERN pour les documents en question sur le disque partagé, cette question, ou cette condition plutôt, a été satisfaite. Est-ce une réponse suffisante qui vous permette de préparer votre interrogatoire, Maître Pao? Oui, en effet, c'est tout à fait clair. Et je dirais que nous avons en effet versé dans le disque partagé tous les documents sur lesquels nous souhaitons dépendre. Ils sont donc accessibles à toutes les parties. C'est très clair. Merci. Le président. La Chambre laisse la parole au procureur international pour la suite de son interrogatoire de l'expert. Monsieur le Président, deux questions intendance. La première pour M. Chandler, nous lui avons demandé de parler. On nous a demandé plutôt à tous deux de parler plus lentement. Je regrette, et en particulier, j'aimerais présenter des excuses aux interprètes qui travaillent vers le khmer et le français. C'est que j'essaie de passer au travers de mon interrogatoire très rapidement. Et si vous voulez bien, M. Chandler, ralentir votre débit, je ferai de même. Et deuxième point, je voulais en parler avant la pause et je regrette de ne pas l'avoir fait pour des fins de calendrier. Je voulais vous dire où nous en sommes, mais la Chambre pourra considérer cela. Après le prochain levée d'audience. On nous avait donné 2 jours et demi, ce qui signifie en temps réel environ 12 heures, si mes calculs sont bons. À la fin d'aujourd'hui, nous aurons fait moins de 7 heures, ou presque 7 heures d'interrogatoire, ce qui laisse 5 heures demain, ce qui prendrait toute la journée. Je le dis afin que la Chambre puisse en tenir compte avant que vous nous donniez, Mesdames, Messieurs les juges, vos instructions. Nous ferons de notre mieux, du moins en ce qui concerne l'accusation, de terminer demain avant la première séance, compte tenu du peu de temps qui nous reste. J'espère que la défense fera aussi preuve de souplesse en raison des retards que nous avons eus. J'en reviendrai maintenant à mon interrogatoire. Monsieur Chandler, merci. Je sais qu'il est tard. Comme l'a rappelé le
Conseil de la défense de New Hampshire. Et nous apprécions que vous continuiez de nous aider en répondant à nos questions. Il reste un autre sujet ou un autre sous-groupe de questions que j'aimerais vous poser sur les organes de Kampuchea démocratique avant de passer à un autre thème. J'aimerais que l'on parle de la démission de Norodom Sihanouk en avril 1976, les événements qui ont suivi. Vous en avez parlé un certain nombre de détails dans Frère numéro 1, E3-17. Les passages pertinents en Khmer 00, 82, 17, 75 en anglais 00, 39, 30, 23. Je parle de ces extraits pour que tout le monde puisse les avoir sous les yeux. Vous avez dans ces extraits parler de cela, donc peut-être pourrons-nous le directement au document source et nous y reviendrons à l'ouvrage plus tard. Donc ces événements ont lieu au début du mois de mars, comme les documents semblent l'indiquer. Le premier document pertinent sont des procès-verbal du comité permanent 11 mars 1976. Donc, traite du 11 mars, enfin, étant date du 11 mars, mais traite d'événements le 11 et le 13. Il s'agit du document E3, barre 197. Et l'ordre du jour, à la première page, indique démission de Sihanouk. Nous irons à l'extrait qui nous intéresse. ARN en Khmer 00 000 744. En anglais 00 182 6 38 et en français 00 33 49 61. Je crois comprendre qu'on vient de vous remettre la version anglaise. Le texte va comme suit, je le lirai en anglais. Si l'on pouvait afficher à l'écran la version en khmer. Il s'agit du sujet numéro 3. Opinion de l'encart. Réunion. Sur la réunion du 13. Le camarade Hem a fait référence, a rendu compte au comité permanent au sujet de Sihanouk, qu'il a décidé de démissionner de son poste. Il a expliqué qu'il fallait que l'encart ait pitié de lui, qu'il était prêt à se prosterner et démontrer son respect, mais qu'il fallait le laisser démissionner. Cette démission ne se fait pas contre nous. Passage suivant. Le camarade secrétaire a expliqué qu'il s'agit d'un problème important et qu'il faut laisser au centre le soin de décider. Mais le camarade secrétaire a expliqué les idées principales sur lesquelles s'était déjà entendu le comité permanent, comme suit. Tout d'abord, de ne pas laisser Sihanouk partir, entre parenthèses, à l'étranger. Première mesure. Deuxième point, il faut réunir le Conseil des ministres, rendre compte au Conseil des ministres pour une décision, puis aller rencontrer Sihanouk avec la participation de Pen Note. Deux autres extraits que j'aimerais vous citer.
qui va comme suit. Il s'agit d'une discussion sur la démission. Je cite. Il s'est joint à notre révolution, même s'il avait des conflits avec nous. C'est pourquoi le parti a décidé de le laisser continuer à être président du Présidium de l'État. Mais il n'était pas d'accord. Donc, qu'il reste ou non, c'est son affaire. Nous le gardons comme dignitaire, nous ne le tuons pas, mais pour la nation et le peuple, il a une grande culpabilité en tant que tueur du peuple. Donc, notre décision est raisonnable. Nous le maintiendrons. Mais s'il continue à essayer de se libérer, nous devons y mettre fin. The next passage starts with Passage suivant, qui commence par point 5. Le développement de l'orientation de la révolution. Il faut mettre fin au fédéralisme. Le jeu d'échecs en est arrivé à ce point. Le régime féodal a été finalement écrasé et extirpé par la révolution. La monarchie qui existe depuis 2000 ans doit arriver à sa fin. Nous n'avons pas d'autre alternative. Monsieur Chandler, à la lecture de ces discussions, et les recherches que vous avez effectuées sur le sujet, notamment les politiques du centre du parti, êtes-vous en mesure de nous donner votre opinion sur ce dernier passage? Donc, considérant qu'après avoir considéré la position de Norodom Sihanouk, que le comité décide de mettre fin à 2000 ans de monarchie, qu'est-ce que cela indique en termes de politique du parti? Réponse. Eh bien, il voulait l'écarter du chemin. La raison pour laquelle ils l'ont maintenu et que lui s'est maintenu à eux était la survie de Zhou Enlai à Pékin. Quand Zhou Enlai est décédé, Sihanouk a perdu son soutien direct en Chine. Et c'était important pour les Khmers rouges, la connexion chinoise. Et là, les Khmers rouges considéraient qu'ils pouvaient le retirer de tout poste de pouvoir et l'enfermer. La lutte contre le féodalisme, qui est un euphémisme pour la royauté et la monarchie, dans la terminologie du PCK, exigeait qu'il cesse de donner à Sihanouk les privilèges qu'il était utile de lui laisser au début de la Révolution, au début de l'Alliance en 1970. Il était important qu'il soit maintenu à son poste pour les yeux venant de l'extérieur et pour certaines personnes au Cambodge. Et on peut considérer qu'il y avait des millions de personnes ou très peu d'entre eux qui l'appuyaient. Mais de le maintenir ne leur était pas utile. Et donc, dans sa demande telle que rapportée par Khieu Samphan, que Sihanouk n'avait pas, semble pas avoir peur d'être tué, qu'il était prêt à renoncer à ses responsabilités et que le secrétaire a considéré que c'était une bonne façon de procéder et de mettre fin à la monarchie. Question. Quand vous dites le camarade secrétaire a décidé de procéder de cette façon, cela signifie-t-il que cette décision diffère des processus de décision
collective dont vous avez parlé hier? Réponse. Non, pas vraiment. Il a le vote principal. Il lance un débat, mais il a un pouvoir de veto. Je suis assez certain que les personnes dans la salle attendaient de voir ce qu'il allait dire. Une personne est dans le dossier, soutient la présence de Sihanouk. Mais c'était une chose dans le style de Premier ministre. En chef d'État, on ne peut permettre que des ministres de rang inférieur au cabinet prennent des décisions. Si il n'y a pas eu. Il n'était pas indiqué, on n'a pas su par la suite qu'il souhaitait jouer un rôle de premier plan au Cambodge. Question. J'aimerais maintenant que l'on étudie un document en date du 4 avril 1976, soit moins d'un mois plus tard. Il s'agit d'un autre document du FBIS, document E3, barre 275. Il n'est malheureusement pas disponible en khmer ou en français. Le RN en khmer est 00 167 605. Et nous avons une copie. Il s'agit d'une autre page. On attribue cela à M. Khieu Samphan. Il s'agit d'une émission de la radio de Phnom Penh, 4 avril 1976, donc une émission de la radio de Phnom Penh, dont le titre est « Déclaration du gouvernement du Cambodge démocratique à la demande par le chef d'État Norodom Sihanouk de prendre sa retraite », lu par le Premier ministre adjoint Khieu Samphan, présumément en direct. J'aimerais donc vous lire à l'extrait au bas de l'encadré. Le Conseil des ministres se rend compte que le Samdech Norodom Sihanouk est un monarque très patriotique qui a contribué de façon active à la lutte pour la libération nationale contre la très féroce guerre d'agression des impérialistes américains et de leurs valets. Partie droit de la résolution du Congrès national en date du 27 avril 1975 a noté les bonnes actions du Samdech et a proclamé solennellement de maintenir le statut du Samdech Norodom Sihanouk comme chef d'État pour la nouvelle phase de l'histoire du Cambodge et de la nouvelle société cambodgienne. Mais le Samdech souhaite prendre sa retraite pour qu'il ait du temps pour la vie privée de sa famille après avoir mené des activités politiques pendant 35 ans. Et la dernière phrase. Le Conseil des ministres exprime ses regrets à la demande de pouvoir prendre sa retraite présentée par le Samdech Norodom Sihanouk, mais par respect pour les souhaits les plus ardents du Samdech, le Conseil des ministres a choisi d'approuver la demande de retraite. Monsieur Chandler, toujours en vous fondant sur votre recherche, êtes-vous en mesure de dire que cette déclaration du Conseil des ministres est le reflet d'une politique qui était en vigueur à l'époque sur la question de Norodom Sihanouk? Réponse. Oui, ça aurait été le cas si l'on n'avait pas lu le document précédent. Le document précédent indique quelle était la politique, c'était de l'enfermer et de faire ce qu'il fallait, de ne pas le tuer, mais que ça faisait 35 ans qu'il était l'ennemi du peuple. Donc il est important de savoir que ces émissions de FBIS
Ce sont d'excellentes traductions, les gens qui l'ont comparé au Khmer d'origine. Mais le Cambodge n'était pas plein de gens qui écoutaient à la radio. Ces émissions de radio ciblaient un public étranger. Et aussi pour une pseudo-éducation des cadres qui étaient un peu confus. Donc ils ne voulaient pas faire une annonce officielle de dire, écoutez, on n'aime pas Noam Sihanouk qui on l'a mis dehors. Non, il s'agissait c'est une façade pour le parti qui est agréable à écouter pour ceux qui l'écoutent et qui semble donner au public à l'étranger qui n'avait pas accès à ces documents une idée qu'il s'agissait d'un régime rationnel et amical et qui presque qui fait honneur à la mémoire de cette personne. De cette personne qui était admirée au Cambodge. Donc on peut voir un peu ce qu'ils font ici. C'est un jeu très intéressant. L'accusation. Merci. Nous allons maintenant passer à un autre thème. Il s'agit de la politique alléguée. La politique sur les ennemis, réels ou perçus. Nous parlerons dans une certaine mesure de S21, mais comme S21 n'est pas dans le cadre de ce premier procès, l'on nous a dit de ne pas aller dans les détails exactement du fonctionnement de S21, mais plutôt des grandes lignes de sa mise en œuvre. En guise d'introduction générale de ce thème, pour que nous ayons un point de départ logique, pouvez-vous, en 2 minutes ou moins, nous décrire la création de S21 en vous fondant sur vos recherches, donc la date de sa création et une description simple. Réponse. Une institution S21 a été créée très tôt dans le régime. Je ne me souviens pas, peut-être vers la fin de 1975. Pendant un certain moment, c'était à l'hôpital psychiatrique de Takmao. À une autre époque, dans le quartier général de la police. Ces tâches peuvent être retrouvées. Il s'agissait de partir à la recherche d'anciens membres du régime de Lon Nol, même si les documents fondateurs ne sont plus disponibles. Certains étrangers, des membres des minorités, des traîtres. Mais ce n'était pas systématique. L'on ne gardait pas des dossiers de façon systématique. Puis en avril 75-76, qui était un tournant pour le gouvernement a commencé à être convaincu qu'il y avait des ennemis à l'intérieur du parti, en particulier en provenance de la zone Est. Ces personnes avaient été responsables, par exemple, d'une attaque à la grenade à Phnom Penh. Il n'y avait pas eu de blessés. Et peu après, Kangek Eo Deutsch a été mis à la tête d'une nouvelle installation, un lycée que plusieurs personnes ici ont déjà visité, le musée du génocide de Tuol Sleng, qui a donc ouvert en mai à cet ancien lycée. Et peu après, des prisonniers ont commencé à y entrer pour y être interrogés. Et on ne sait pas vraiment si c'est vrai pour l'ancienne S21, mais certainement pour la nouvelle à Tuol Sleng. Donc pour interrogatoire et dans plusieurs cas la torture et dans tous les cas interrogation, quelques cas exécution et dans quelques cas torture, ça reprend l'interprète, et dans quelques cas exécution. L'accusation. Je vous remercie. J'ai quelques questions supplémentaires sur S21, sans entrer dans les détails, toujours.
Donc, à part le fait qu'elle était située dans ce lycée de Phnom Penh, cette installation utilisait-elle d'autres bâtiments ou d'autres lieux? Qu'avez-vous pu découvrir dans vos recherches? That number, Réponse. C'est le seul qui portait ce numéro. Un autre établissement après ça s'appelait S24. C'était plutôt une entité de rééducation. Certaines personnes étaient déplacées et envoyées à S21 s'il s'avérait que leurs actions étaient plus graves qu'on aurait pensé. Donc, cet établissement était une prison existante, à la différence du lycée de Tuol Sleng. L'accusation. Dans votre livre concernant cet établissement, S21, la cote est D108/50/1.4.6. Dans ce livre, entre autres, vous abordez la mission de cet établissement et je voudrais me référer rapidement à ce passage. En Khmer, le ERN 001 19 18 45 à 46. En anglais, l'interprète se reprend 001 9 26 9 3 à 9 4. Nous allons remettre une copie papier au professeur et afficher le texte en khmer à l'écran. Le RN en français est le 0035 72 77. Professeur Chandler, dans ce passage, vous dites que le pays était administré par un ensemble d'hommes et de femmes obsédés. Pour beaucoup d'entre eux, c'étaient d'anciens professeurs d'école. Leur objectif était de surveiller, de punir et de transformer le peuple qu'ils contrôlaient. Les cadres responsables de S21 en interne étaient sous la surveillance du centre du parti, entre parenthèses Mochimpak, tenu également secret. Et en tant que membre d'un régiment indépendant, il travaillait sous la règle de la discipline militaire. Un peu plus loin dans ce même passage, nous retrouvons les phrases suivantes. Sa mission était de protéger le centre du parti. Il accomplissait cette tâche en partie en assassinant tous les prisonniers et en partie en alternant leurs autobiographies afin de les adapter aux besoins et aux suspicions du parti. Professeur, concernant votre conclusion qui est que la mission du centre était de protéger le centre du parti, comment êtes-vous parvenu à cette conclusion? Pourriez-vous nous dire en détail ce qui indique que telle était la mission de cet établissement? Réponse. Je n'ai pas bien compris la dernière partie de votre question. L'accusation. Ce que je voulais dire, c'est quels sont les éléments qui vous ont permis de conclure que la mission de S21 était de protéger le centre du parti et je vous rappelle, et à moi-même aussi d'ailleurs, de parler lentement. Réponse. Cette mission a été celle que Deutsch a compris
Il a joué un rôle similaire dans un centre de sécurité pendant la guerre civile. La mission était donc de protéger le centre, d'identifier et de balayer, qui est la phrase cambodgienne pour purger, les opposants au régime ou ceux qui étaient perçus comme étant des opposants. Le système a purgé de réels opposants, mais la nature des aveux est telle qu'il est impossible d'identifier qui étaient réellement des opposants. Donc il est plus prudent de dire des gens perçus comme étant opposants. Ce que je dis dans le livre, et ce qui est inspiré par mon collègue David Hayder, et qui est logique d'ailleurs, c'est qu'un autre objectif de cet endroit, c'était d'offrir ou de fournir au centre du parti un historique de l'opposition au parti, mais aussi l'extermination de cette opposition, et ce, de façon continue. L'image est horrible, mais c'est une sorte de mécanisme de nettoyage permanent. Vos opposants sont constamment punis, vos points de vue sont constamment soutenus. C'est ce qu'on peut deviner. Il existe des parallèles en Union soviétique. L'histoire du Parti communiste était l'histoire de Staline et la manière dont il a surmonté ses ennemis et puni ses ennemis par la suite. C'est une notion très cohérente et très profonde que le centre se devait d'être protégé. Et tous ceux qui s'étaient éloignés du droit chemin devaient être envoyés à S21 et ne pouvaient jamais en sortir. Ils ne devaient jamais pouvoir sortir dans la rue et dire où ils avaient été envoyés, et ce qu'ils avaient subi, ils devaient être écrasés, comme il disait. L'accusation. Si l'on prend cette mission telle que vous la décrivez, et la question de la rééducation, un point que nous avons touché en abordant différents sujets. À votre avis, existe-t-il un lien entre le concept de rééducation et le concept d'écraser l'ennemi? Et merci de me dire si vous pensez qu'il n'existe aucun lien. Réponse: non, il n'y a pas de lien direct. Ce sont deux procédures qu'on avait à portée de main face à un ennemi perçu. Si on avait des preuves contradictoires ou ambiguës, la personne pouvait être rééduquée. Dans le cas contraire, c'était un candidat à l'exécution. C'est intéressant parce que le modèle cambodgien diffère du modèle chinois qu'ils ont suivi. On a essayé de dire que ce sont des politiques chinoises qui ont été mises en œuvre à S21. Mais les Chinois étaient obsédés par la rééducation. Cela pouvait durer 20, 30 ans. Les Cambodgiens ont fait très peu de rééducation formelle, à l'exception que parmi des membres du parti, c'est assez ironique d'ailleurs, les membres du parti participaient à ces séances d'autocritique pour s'améliorer. Ils parlent de rééducation, mais cela ne se passait pas à S21 parce que dans ce cas, on aurait relâché des gens. À S24, il y avait des réunions où on faisait la leçon. Par exemple, un photographe où il y a une photo qui était tachée, on l'accusait d'avoir délibérément taché la photo, alors que finalement il s'est avéré que la tâche était sur la négative. Et finalement, donc, il a été relâché de S24. Personne n'était relâché de S21. L'accusation. J'aimerais me concentrer sur cette idée, donc, que personne
n'étaient libérés. Vous avez dit hier avoir interviewé certains rescapés de S-21 sur la base des informations, des données et des documents que vous avez étudiés et des personnes que vous avez interviewées. Combien de rescapés y avait-il à la chute du régime? Si vous ne connaissez pas le chiffre exact, vous pouvez nous donner une fourchette. Réponse. Il semblerait qu'il y aurait eu une dizaine, parmi eux des enfants. Une personne qui s'est présentée récemment, il est adulte aujourd'hui, c'était un enfant d'un prisonnier tué. D'autres sont décédés récemment. À ma connaissance, il n'y a que 2 rescapés en vie. Donc en 1979, il y avait environ une douzaine de survivants connus. Les Vietnamiens les recherchaient de manière assez assidue pour se renseigner sur le fonctionnement de S-21, mais également pour fournir de la propagande contre Pol Pot. Les gens étaient donc identifiés et assez bien traités. Les Vietnamiens ont identifié l'ensemble des rescapés. Ils étaient bien traités, donc ils se sont présentés, on leur a donné un emploi, un salaire, etc. L'accusation. Si l'on regarde rapidement les documents découverts à S-21, pourriez-vous nous expliquer rapidement les types de documents découverts et leur volume, leur quantité? Réponse. Dans leur grande majorité, il s'agit d'aveux. Ces documents étaient très intéressants et m'ont permis d'entendre des voix provenant de l'établissement. Je ne m'en suis pas servi à titre de preuve pour des événements historiques, sauf lorsque je pouvais les confirmer par d'autres sources. Néanmoins, ces documents sont intéressants du point de vue analytique. Les documents que l'on retrouvait à la prison, le manuel d'instruction, le travail politique des prisonniers, euphémisme pour interrogation, les séances d'études qui se tenaient parmi des cadres AS21. Je me suis servi des aveux des membres du personnel. La plupart des aveux sont, on peut le présumer, un tissu de mensonge, mais les gardiens arrêtés à S21, lorsqu'ils avouaient des délits, ils avouaient à des gens qui savaient ce qui s'était passé. Donc, je me suis servi d'aveux d'anciens employés qui ont ensuite été exécutés. Lorsqu'on lit les journaux tenus par les responsables des interrogations, c'est très intéressant car on comprend la manière dont ces gens comprenaient leur travail, comprenaient la révolution et leur engagement dans leur travail. Cela est ressorti dans le dossier numéro 1. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais cela permet de mieux connaître les gens qui étaient chargés de cette opération horrible qui était basée sur la logique d'un nettoyage continu des ennemis et du pays. Excusez-moi, du pays au plus haut niveau. Ce sont des gens sélectionnés. Il existait des prisons, des centres de détention partout dans le pays. Après avoir écrit ces livres, d'autres informations ont été découvertes. Il y avait d'autres prisons, mais les cadres du parti n'étaient pas là-dedans. Ici, à S21, on avait les membres du parti, les militaires, les soldats, les membres du gouvernement.
L'accusation, merci. Le fonctionnement au quotidien de la prison ne nous concerne pas dans cette partie de l'audience, donc je ne rentrerai pas trop dans le détail de la documentation, mais je voudrais vous poser une question. Vous dites avoir lu les aveux. Pourriez-vous dire à la Chambre à quoi ressemblent ces aveux? Sont-ils divisés en sections? Sont-ils écrits à la main, tapés à la machine? Quelle est leur longueur? Réponse. J'ai le chiffre dans ma chambre. Je pense que environ 3800 ont été trouvés à S21, 3 à 400 ont été retrouvés ailleurs. On disait pendant longtemps qu'il y avait 14 000 personnes à la prison. Lors de son procès, Deutsch a dit 13 000. Donc il y avait environ 14 000 prisonniers. Certains prisonniers ne passaient pas aux aveux. Ils arrivaient et partaient directement pour être tués. Il y a 3 possibilités en fait. Parfois, il se peut que leur aveu soit perdu dans le chaos de la fin des années 70. Deuxième possibilité, les aveux ont été détruits. On retrouve des notes en vietnamien sur les aveux. Les cadres vietnamiens qui lisaient le Khmer ont étudié les aveux pour comprendre ce qui se passait. Je suis convaincue que certains aveux ont été retirés à ce moment-là. Mais nous ne pouvons pas le savoir. Il existe environ 4000. Ils sont très précis. Lorsqu'il s'agit de cadres des partis, nous avons 300-400 pages et des mois d'interrogation. Pour les militaires de moindre importance, nous avons souvent des aveux manuscrits. Non, les aveux des membres du parti sont tapés à la machine. Les aveux sont manuscrits. Les aveux des militaires sont souvent tapés à la machine. Et j'ai retrouvé aussi des aveux identiques, un petit peu comme si on avait un aveu standard tapé à la machine pour les militaires qu'on leur disait de signer. Il y a une note extraordinaire d'ailleurs concernant S21. Je n'ai jamais trouvé de faute de frappe dans ces documents. Pas une seule. C'était d'excellents dactylographes qui avaient très peur parce que s'ils commettaient une faute de frappe, on aurait dit, entre guillemets, qu'il avait fait exprès. Les documents sont bien tapés, faciles à lire. Le Khmer n'est pas très sophistiqué. Ce sont des documents impressionnants. Parce que ces gens ne savaient pas ce qui allait leur arriver. On ne leur explique pas ce qui va leur arriver. Ils essaient de survivre. On ne leur a pas dit qu'ils n'allaient pas survivre. Moi, en les lisant, je savais que chacune de ces personnes avait été exécutée. Donc, c'était assez horrible pour moi de les étudier. L'accusation. Merci de cette réponse complète. Pouvez-vous la compléter en nous décrivant le format ou la structure des aveux? S'il existait une structure ou un formatage commun. Réponse. Les aveux commencent par une autobiographie avec des éléments factuels sur la personne, ses parents, son lieu de naissance, ses origines de classe et relations de classe. Ensuite, l'historique de ses activités au sein du parti, le cas échéant. Et c'est ce que l'on retrouve dans toutes les autobiographies préparées par l'ensemble des employés qui suivaient le même format lorsqu'ils devaient présenter leurs autobiographies à leurs supérieurs. Ensuite, on retrouve 2 choses. L'historique de mes activités traîtres, ça c'est l'aveu, où les prisonniers avouent différents délits que je mentionne dans mon livre. Certains sont absurdes, d'autres sont peut-être sérieux.
Dans de nombreux aveux, surtout des prisonniers importants, nous retrouvons une liste de personnes à laquelle ils étaient associés, l'exai, c'est-à-dire les longues chaînes de personnes. Parfois, on a l'impression que c'est une personne qui recrache tous les noms qu'il connaît, d'autres, on a quelque chose de plus cohérent. Souvent, les gens mentionnés sont ramenés à S21. Il y a une règle qui a été mentionnée dans une interview, la règle de 3. Si votre nom est mentionné dans 3 aveux, on peut aller vous chercher et vous ramener si 3 personnes mentionnent votre nom. Donc, plus on s'approche du centre du parti, plus on a de répétitions des mêmes noms. Donc, et ensuite, on ne contrôle plus. Mais le format, de manière générale, est assez standard. Parfois, il y a plusieurs sections. Van Vet, Koitoun et d'autres personnes importantes ont été interrogées pendant des journées, plusieurs journées. Ils ont écrit des aveux qu'on a ensuite écartés et on leur a dit maintenant, racontez-nous la bonne histoire. Donc la personne a réécrit une autre histoire en pensant que c'était ça qu'on attendait de lui. Et puis on lui disait non, je veux la vérité, écrivez encore 50 pages qui contredisent ce que vous venez d'écrire. Donc ces gens pensaient finalement qu'ils arriveraient à écrire une vraie histoire, mais en fait, on est face à des gens, des prisonniers qui ne connaissaient pas la vérité quand on leur demandait de décrire. L'accusation. Merci, le président. Je remercie tous les partis. Nous arrivons au moment de lever l'audience. Cependant, la Chambre a besoin de temps pour consulter. Le président. Je remercie les partis. Il faut lever la séance pour aujourd'hui. Cependant, la Chambre doit discuter avec les partis concernant le calendrier des interventions du professeur Chandler. Par ailleurs, nous notons que le professeur Chandler a fait de son mieux pour répondre à toutes les questions qu'on lui a posées. Pour s'assurer qu'il puisse continuer à déposer devant la Chambre, nous aurions voulu lever la séance plus tôt. Monsieur Chandler, votre déposition n'est pas terminée et nous vous invitons à revenir demain. Huissier d'audience, veuillez organiser le transfert et l'hébergement du professeur Chandler et faire en sorte qu'il revienne ici avant 9 h demain matin. Professeur Chandler, vous pouvez disposer. Nous allons reprendre votre déposition demain matin à partir de 9 h. Le président, l'accusation. Vous souhaitez soulever quelque chose? L'accusation. Monsieur le Président, je suis désolée d'interrompre. Le professeur Chandler va partir et j'ai 2 demandes à soumettre concernant des documents que nous aimerions lui demander d'étudier pour demain pour qu'il soit préparé. Si vous le permettez. Professeur, dans la mesure du possible, pourriez-vous reprendre les notes sur les aveux que l'accusation vous a confiés?
nous vous demandons d'étudier les sources concernant le statut de M. Khieu Samphan concernant le comité central, question que nous vous avons posée et vous ne vous rappeliez pas de vos sources. Je m'excuse, Monsieur le Président, je voulais simplement mentionner ces documents avant le départ du professeur. Le Président. Oui, professeur Chandler, vous pouvez quitter le prétoire. Le Président. L'accusation, combien de temps pensez-vous prendre pour terminer votre déposition du témoin, M. Chandler? L'accusation, Monsieur le Président, nous avons besoin, me semble-t-il, d'entre 1h30 et 2 heures demain. Je pense conclure en moins de 2 heures. C'est difficile à dire sans avoir posé les questions. Si nous pouvions avoir entre 1h30 et 2 heures, nous vous serions très reconnaissants. Le Président, je vous remercie. Et les co-avocats principaux pour les parties civiles? De cette question, en vous disant 5 heures, j'ai peut-être vu un petit peu grand et je pense que si nous avions 3 heures ou 3h30, ce serait tout à fait suffisant. Merci. Mais je crois que 3 heures, 3h30, c'est aussi un minimum. Le Président. Merci. La Chambre a entendu les observations et précisions de l'accusation de la partie civile. La Chambre décide donc que la première partie de la journée, la première moitié de la matinée demain sera accordée à l'accusation. La deuxième moitié de la matinée, la partie civile aura la parole. Nous avons hier passé beaucoup de temps à traiter d'autres questions, et ce matin aussi, c'est donc la décision la plus raisonnable en termes de temps accordé aux parties. Le moment est venu de lever l'audience. Les audiences reprendront demain. Demain 20 juillet 2012, à partir de 9 heures. La parole sera donnée à l'accusation à 9 heures pour la suite de son interrogatoire. Puis, les co-avocats principaux pour la partie civile auront la parole. Garde de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de détention et les ramener au prétoire avant 9 heures. Maître Carnavas, oui, une question de précision. Il semblerait que la partie civile n'aura que la deuxième moitié de la matinée et pas l'après-midi. Du moins, c'est comme cela qu'on l'a entendu dans l'interprétation, en anglais. J'imagine que vous voulez dire le reste de la journée pour la partie civile. Enfin, je ne suis pas là pour contester ce que vous dites. Je vais simplement faire ce commentaire. Le Président. Les parties poseront des questions à l'expert demain. La première partie sera l'accusation qui aura droit à la première moitié de la matinée. Deuxième
partie de la matinée et l'après-midi est accordée à la partie civile. Et les équipes de défense, elles, pourront commencer leur interrogatoire de l'expert lundi. Veuillez vous lever.